Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des conseils de lecture de la Ménie païenne. Donc ce coup-ci ce sera les lectures d'Ostara puisque nous approchons de l'équinoxe de printemps. Donc aujourd'hui je voudrais vous présenter trois petits livres plus une bande dessinée. Alors on va commencer tout de suite par l'Apologie de Socrate et le Criton de Platon. Donc vous allez me dire pourquoi de la philosophie, quel rapport avec le paganisme? Alors déjà parce que ce livre a été rédigé il y a 2400 ans, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qu'il est considéré un petit peu comme le mythe fondateur, si on veut, de la philosophie occidentale, donc européenne. Et il met en scène Socrate, qui est considéré comme l'un des fondateurs justement de cette philosophie, et été rédigé par Platon, qui était donc un disciple de Socrate, donc également un grand nom de la philosophie européenne. Pourquoi ce livre est intéressant pour un païen? Donc il est intéressant à plus d'un titre, puisque déjà il a été rédigé dans une Grèce encore entièrement païenne, bien sûr, au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais également puisqu'il retrace en fait le procès de Socrate. Donc Socrate, vous savez, c'est ce philosophe grec qui a été condamné en 399 avant Jésus-Christ par la cité d'Athènes à boire la ciguë, donc condamné à mort. Et en fait, ce livre retrace ni plus ni moins que son procès. En tout cas, une partie de son procès, la partie où justement Socrate répond à l'accusation. Alors de quoi Socrate est-il accusé? Alors simplement il est accusé, et c'est là que c'est intéressant, de ne pas reconnaître d'un côté les dieux de la cité, donc de faire preuve en quelque sorte d'hérésie, même si le mot n'existait pas encore à l'époque, ni le concept. Et d'autre part il est accusé de corrompre la jeunesse en voulant justement substituer sa méthode, donc la maïeutique, à la pratique de la religion telle qu'elle est faite à cette époque. Et donc dans l'Apologie, Platon va mettre en scène Socrate, sauf que ce coup-ci ne sera pas sous forme d'un dialogue, ce sera sous forme d'un monologue, quelquefois entrecoupé d'un dialogue avec un autre personnage, mais essentiellement sous forme de monologue, de Socrate qui répond justement à ses accusateurs, et se défend donc d'une part de ne pas reconnaître les dieux de la cité, donc il va exposer sa vision quelque part de la divinité, ainsi que surtout sa vision de comment est-ce qu'un homme doit accomplir les volontés divines. Et ça, comme à son habitude, il va le faire en démontant en fait les arguments de ses accusateurs, en mettant en avant, en mettant en évidence les contradictions qu'il y a dans les termes mêmes des chefs d'inculpation. Alors l'apologie de Socrate se conclut sur sa condamnation à mort par le tribunal, et à la suite de quoi il sera incarcéré. Et c'est durant cette incarcération, en attendant en fait l'exécution de la sentence, que son ami Criton vient lui rendre visite dans sa cellule. Donc là on arrive à la deuxième partie du livre, donc le Criton, durant laquelle en fait donc son ami d'enfance Criton vient pour lui permettre de s'échapper, de s'évader de prison, et donc échapper à sa sentence qu'il considère injuste. Et dans ce livre, qui est donc en dialogue, donc une forme plus classique en fait pour un écrit de Platon, Socrate va simplement expliquer à son ami pourquoi il considère qu'il est mieux et plus juste en fait d'affronter la sentence plutôt que de s'échapper et d'échapper à la justice. Donc voilà, ce livre est intéressant puisqu'il pose en fait des questions que les païens se posent encore aujourd'hui, que sont en fait la divinité, qu'est-ce que la divinité, comment l'honorer en quelque sorte, et également la mort, la vie après la mort, la conception de la mort, doit-on avoir peur de la mort? Donc tout ça c'est des questions que les gens se posaient déjà à l'époque et dont on n'a toujours pas trouvé en fait les réponses aujourd'hui. Donc voilà, je considère que ce livre est très intéressant à lire, en plus il se lit relativement rapidement, relativement facilement. Alors si vous achetez cette édition, je ne vous conseille pas forcément de lire toutes les notes, puisqu'il y en a énormément et en fait elles sont surtout destinées à un public plutôt universitaire parce qu'elles renvoient essentiellement en fait à d'autres ouvrages, d'autres travaux. Ça a tendance à beaucoup interrompre la lecture et donc la compréhension en fait du livre. Donc voilà, les notes sont pas indispensables à moins que la note soit sur un mot qui soit un peu ambigu, que vous ne comprenez pas trop ou quoi. Dans ce cas il peut être intéressant de lire les notes, mais c'est pas comme dans d'autres livres où les notes sont vraiment indispensables pour la bonne compréhension en fait du texte. Là voilà, elles sont plus là dans un but strictement universitaire. Donc voilà, ce livre peut paraître épais, mais en fait l'essentiel c'est des notes justement et des introductions qui sont très longues. Donc voilà, c'est un livre qui se lit rapidement, qui est très abordable, il coûte 4,50 €. Alors le deuxième livre dont je voulais parler aujourd'hui, il s'agit de Les Vikings de Régis Boyer. Donc, alors c'est un livre, un format assez petit, mais qui est très complet, donc qui fait plus de 400 pages en fait,
Et Régis Boyer, qui est donc, je le rappelle, un des plus grands spécialistes francophones français de la civilisation scandinave ancienne. Dans ce livre, il va en fait simplement présenter en quelque sorte l'étendue, toute l'étendue de la connaissance que nous avons aujourd'hui de cette civilisation. Alors il va vraiment s'étendre en fait sur tous les aspects de la société, hein, que ce soit voilà, la vie quotidienne, le commerce, l'aspect plutôt guerrier, mais également les institutions, la religion aussi. Alors c'est un livre qui date un petit peu, la première édition date d'une quinzaine d'années, alors ceci est une réédition de 2015, donc je ne sais pas si elle a été revue et augmentée par rapport à l'édition originale. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui est vraiment très complet pour quiconque s'intéresse aux Vikings et veut vraiment avoir une vision claire et avoir une vision objective surtout, puisque voilà, dans ce livre, Régis Boyer va vraiment présenter les Vikings comme ni plus ni moins que des humains en fait, sans tomber dans l'idolâtrie de l'imagerie populaire qu'on peut avoir du Viking, qui est en quelque sorte un surhomme. Ou alors la vision biaisée des chrétiens qui vont les considérer comme des horribles barbares. Donc là on a vraiment une vision objective. Alors, par rapport à l'auteur Régis Boyer, c'est vrai que j'ai pu lire parfois quelques critiques qui peuvent être formulées, qui se basent beaucoup sur l'Islande pour parler en fait des Vikings, de la société viking en règle générale. Alors il est vrai qu'il parle souvent de l'Islande et qu'il semble avoir une réelle passion pour cette île, mais en tout cas il faut bien comprendre aussi que quand on étudie une civilisation, on a deux sources. On a d'une part les sources écrites, anciennes, et d'autre part on a les sources archéologiques. Donc les sources archéologiques on en a de partout, mais les sources écrites elles sont souvent plus rares, plus limitées, surtout quand on parle de peuples qui sont païens, donc qui n'avaient pas encore développé l'écriture, à large échelle en tout cas. Et ces sources écrites, il faut savoir qu'en Scandinavie, même après la christianisation, il ne s'est pas vraiment développé une réelle culture littéraire comme ça a pu être le cas par exemple en Irlande. Et ce n'a pas été le cas par contre en Islande, où là, dès la christianisation, en fait, les Islandais se sont vraiment passionnés en fait pour le style littéraire, pour l'écriture, très inspirés du style continental, et ils ont développé une réelle culture littéraire qui existe encore aujourd'hui, qui est reconnue encore aujourd'hui. Il ne faut pas s'étonner que la majorité des sources littéraires qu'on va avoir en fait sur beaucoup d'aspects, que ce soit l'histoire en fait des Vikings et l'aspect religieux, l'aspect et la vie quotidienne, etc. Il ne faut pas s'étonner que l'essentiel de ces sources en fait soit d'origine islandaise, étant donné que voilà, que c'est de l'Islande que viennent, pas tous bien sûr, mais une bonne partie en tout cas, des sources écrites. Donc ce serait un peu en fait de lui reprocher ça. C'est un peu comme si on pouvait reprocher à un auteur qui écrit sur les Gaulois de trop se baser sur des écrits romains, tout simplement parce que les écrits romains c'est les seuls qui nous sont parvenus sur les sujets qui sont traités, donc forcément on est obligé de passer par ce côté-là, même si ça implique de faire un travail voilà, de tri en fait dans les informations et voir lesquelles vont se recouper avec l'archéologie pour être vraiment sûr qu'elles soient exactes et qu'elles ne soient pas biaisées par une vision un petit peu romantique ou une vision barbaresque du peuple étudié. Alors le dernier petit livre que je voulais évoquer aujourd'hui, il va s'agir de Défense du paganisme contre les Galiléens de Julien Laposta. Alors l'auteur Julien Laposta, qui est-ce? Il s'agit ni plus ni moins que d'un empereur romain. Le dernier, il est resté à la postérité comme étant le dernier empereur païen de Rome. Alors il est relativement peu connu, mais ceci peut être expliqué par le fait qu'il n'a régné que 1 an et 8 mois, puisque la légende veut qu'il ait été assassiné par l'un de ses propres soldats lors d'une campagne militaire en Perse. Un de ses propres soldats qui était donc chrétien et qui aurait voulu lui faire payer en fait son antichristianisme. C'est la légende, c'est pas attesté historiquement parlant. Donc pour en revenir au livre, en fait il s'agit d'un pamphlet que Julien a rédigé entre 362 et 363 avant Jésus-Christ. Et dans ce pamphlet, il va critiquer ouvertement en fait les prétentions de l'église chrétienne qui se vouait à l'universalisme et qui était en pleine expansion à cette époque et en pleine progression dans l'Empire romain. Donc en fait il va simplement en fait critiquer tout l'ensemble des dogmes de l'église chrétienne avec un esprit rationaliste, puisque Julien était un homme très cultivé, c'était un philosophe qui était très inspiré en fait du rationalisme des philosophes grecs antiques, donc notamment de Platon qu'on a évoqué tout à l'heure.
Et donc il va critiquer ouvertement voilà, tous ces dogmes et l'ensemble de la mythologie chrétienne, en admettant notamment voilà, que la mythologie grecque, de laquelle il se revendique, il va admettre en fait son caractère fabuleux, c'est-à-dire qu'il va admettre que ce sont des mythes. Il va donc appliquer le même traitement en fait, à la mythologie chrétienne, donc à la Bible, et mettre en avant en fait les contradictions et toutes les affabulations qu'il peut y avoir dans la Bible. Ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est vrai que Julien était un adepte du culte de Mithra, ça peut paraître un peu paradoxal puisque le culte de Mithra est un culte assez ésotérique, c'est un culte à mystère. Et d'autre part, on lui reproche quelque part d'être des fois un peu dispersé, d'avoir des arguments qui sont pas très clairs ou qui sautent un petit peu du coq à l'âne. Mais ceci peut être expliqué par le fait que il faut pas oublier que ce livre a été rédigé durant le temps où Julien était empereur de Rome, c'est-à-dire que non seulement il avait administré le plus vaste empire de cette époque, et le plus complexe aussi, d'autre part il avait à faire face militairement parlant à des invasions, non seulement à des pressions au sud avec la Perse et au nord avec les invasions barbares qui se profilaient. Donc, et au milieu de tout ça, il avait encore le temps d'entretenir une correspondance assez abondante et d'écrire des livres. Donc on peut lui excuser peut-être d'avoir rédigé peut-être avec un peu de précipitation, mais en tout cas c'est vraiment un monument en fait du paganisme, puisqu'il s'agit, au-delà d'une critique du christianisme, il s'agit d'une véritable éloge du paganisme, alors surtout hellénistique, hein, puisque Julien se revendiquait vraiment d'une culture grecque. C'est un livre qui est assez confidentiel, assez peu connu du grand public et même des païens, et je trouve ça vraiment dommage puisqu'il s'agit en fait véritablement de quelque sorte d'un dernier soupir du paganisme en voie de submersion dans un empire romain mourant, donc vraiment presque un contexte de crépuscule des dieux gréco-romains si on veut. Et le dernier livre que je voulais évoquer aujourd'hui, il s'agit de Odin, de Jarry et Sœur Le Bihan, aux éditions Soleil Celtique. Donc j'essaie toujours de présenter, il s'agit d'une bande dessinée, puisque j'essaie toujours de présenter en fait au moins une bande dessinée ou au moins un livre un peu plus, peut-être un petit peu plus ludique, un peu moins académique pour, je pense surtout ceux d'entre vous qui ont des enfants, donc c'est le format bande dessinée est beaucoup plus accessible forcément pour les enfants, donc ça pourrait leur permettre d'avoir une première approche de la mythologie et de l'histoire d'une façon assez ludique. Donc cette bande dessinée qui est en deux parties, donc là il s'agit du tome 1, qui va retracer en fait, qui va être centré surtout sur le dieu Odin, donc le dieu principal de la mythologie nordique, et qui va être centré sur l'histoire d'Odin, et là dans ce premier tome on va avoir en fait cette histoire depuis la naissance en fait du dieu Odin jusqu'à la mort de Balder, l'épisode de la mort de Balder et le châtiment de Loki. Et dans le deuxième tome on aura toute la suite de l'histoire. Alors je suis pas un grand spécialiste de la bande dessinée, mais en tout cas j'aime bien les dessins, j'aime bien le style graphique général de cette BD. Après, d'un point de vue purement mythologique, alors c'est vrai que les auteurs prennent un petit peu de liberté avec l'exactitude mythologique, donc on peut trouver ça dommage, mais bon, voilà, c'est une bande dessinée, donc je pense qu'il a fallu aussi adapter une mythologie qui est quand même assez complexe à un format BD qui forcément est obligé, de par sa nature, d'être assez court et assez concis. Donc voilà, c'est peut-être la seule remarque un petit peu négative que j'aurais à faire, mais en tout cas voilà, les dessins sont vraiment très agréables à regarder. Il y a des doubles pages qui sont très bien illustrées, il y a aussi des sortes d'introductions de chapitres avec des très belles illustrations et des passages de Léda écrits en vieux norrois. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment voilà, une BD qui vaut le coup d'être achetée, d'être lue, qui est intéressante, et voilà, surtout comme je disais, je pense pour offrir une première introduction en fait à la mythologie nordique, surtout pour les enfants et aussi pour les adultes, hein. Si vous aimez la BD, ne vous en privez pas. Alors comme d'habitude, vous trouverez tous les liens utiles pour vous procurer les livres dans la description de la vidéo. Je tiens à préciser d'ailleurs que je suis absolument pas rémunéré, absolument pas affilié à aucun des auteurs ni à aucun des maisons d'édition en fait de ces différents ouvrages. C'est simplement en fait le but de ces vidéos, c'est simplement de présenter des livres qui sont parfois un petit peu méconnus, un petit peu confidentiels,
et qui mérite à mon sens d'être lu en fait si on s'intéresse au paganisme et à l'histoire en général. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.